20h de TFM, recrutement de 65 000 jeunes, le gouvernement prendra les dispositions à partir du mois de mai selon le chef de l'État. Le nouveau programme baptisé Xëyu Ndaw ñi sera pragmatique et orienté vers l'action à l'échelle nationale. Ce plan d'urgence sera finalisé avant la fin de ce mois. Évoquant les récentes manifestations, selon le chef de l'État, si le Sénégal n'était pas une grande démocratie, le bilan aurait été catastrophique. Selon Macky Sall, il y a des lignes à ne pas franchir. Le Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes a pris fin il y a tout juste une demi-heure. Nous ferons le point. Affaire des produits pharmaceutiques saisis à la Padoie, les 5 personnes arrêtées sont placées sous mandat de dépôt. Les mises en cause sont poursuivies pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et exercice illégal d'une profession réglementée. Plus de détails dans un instant. Et puis dans ce journal, nous reviendrons sur la mort d'une octogénaire hier à la cité Beau Séjour de Kër Mbaye Fall. Cette dame a été écrasée dans l'effondrement d'une dalle. Dans certains quartiers de Dakar, beaucoup de bâtiments menacent ruine. Le sous-préfet de Dakar appelle les communes à jouer pleinement leur rôle. Grève de 48 heures des enseignants et étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Ils dénoncent les lenteurs notées dans l'achèvement des travaux de l'établissement. À Mbour, les étudiants de l'UCAD, originaires de la ville, ont empêché les cours dans tous les établissements scolaires de la commune ce matin. On vous explique tout dans cette édition. Saisie de produits pharmaceutiques à la Padoie, les mises en cause sont placées sous mandat de dépôt par le juge du 8e cabinet. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et exercice illégal d'une profession réglementée. Mais la défense nie les faits. L'audition dans le fond va clarifier les choses, selon maître Aboubakri Barou, interrogé par Alassane Ba. Pas eu d'expertise fiable qui puisse montrer que les produits qui ont été saisis, c'est des médicaments. Et même une expertise est un avis. Une contre-expertise, c'est la contradiction. Donc, puisque l'affaire est entre les mains de la justice, je pense qu'il est assez prématuré pour la presse, je dirais certains organes de presse, pas toute la presse de façon générale, de s'ériger en tribunal de l'opinion. Ce qui est grave, l'opinion publique ne peut pas s'ériger en juge, en avocat ou en officier de police judiciaire enquêteur. C'est le juge a le pouvoir souverain d'apprécier, après avoir entendu les parties, après avoir fait recours à une expertise, après avoir fait des confrontations pièce par pièce, dire et juger qu'il n'y a pas eu d'infraction. Et je veux dire que le juge d'instruction peut même rendre une ordonnance de non-lieu s'il estime qu'il n'y a pas de charge. S'il y a des charges, il peut dire qu'il va renvoyer devant le tribunal correctionnel. Et l'actualité, c'est aussi l'affaire de la tuerie de Bofa à Bayotte. Le juge d'instruction a rencontré René Capin-Bassène, un des détenus grévistes de la faim. Le dossier avance selon la radio de toute l'actualité RFM. Une deuxième rencontre est prévue en présence de l'avocat Maître Cyril Clédorli, avocat des 25 prévenus dans le cadre, vous le savez, de l'instruction de la tuerie de Bofa à Bayotte. Seydou Bokar Yag est le nouveau patron de la police nationale. L'ex-directeur adjoint a blanchi sous le harnais. L'ancien directeur de la police judiciaire est décrit comme un redoutable enquêteur. Son portrait avec Fatima Touré. Un mois après les émeutes qui avaient secoué le pays dans l'affaire qui opposait Ousmane Sonko à Adji Sarr, la police nationale change de patron. Il s'agit du haut fonctionnaire Seydou Bokar Yag qui occupait jusque-là le poste de directeur général adjoint de la police nationale. Il remplace à ce poste Ousmane Sy. Ces émeutes où forces de l'ordre et manifestants se sont affrontés d'une rare violence ayant causé la mort d'une dizaine de jeunes avaient posé la polémique autour du maintien de l'ordre. Seydou Bokar Yag est réputé comme étant un homme du sérail qui maîtrise bien son domaine de prédilection qui est de servir son pays avec responsabilité. Il est aussi reconnu comme étant un redoutable enquêteur avec des résultats probants au sein de la police. D'après ses collaborateurs, le nouveau directeur de la police nationale est un manager chevronné à la tâche. Il a aussi des qualités humaines incommensurables,
un homme trop empathique vis-à-vis de ces hommes. Sa générosité n'est plus à démontrer, selon ses proches. Il était aussi à la tête du commissariat d'arrondissement de Thiaroye, puis au commissariat urbain de Mbour, chef de la division des investigations criminelles, avant d'atterrir à la direction de la police judiciaire. En 2018, il remplace Ousmane Sy au poste de directeur adjoint de la police. Aujourd'hui aussi, il remplace encore Ousmane Sy à la direction de la police nationale. Merci Fatima. Les habitants de la cité Beau Séjour de Kër Mbaye Fall, toujours sous le choc après la mort hier d'une dame de 83 ans dans l'effondrement d'une dalle. Dans ce même quartier, 2 accidents similaires ont été enregistrés en l'espace d'1 an seulement. L'inquiétude rythme désormais le quotidien des habitants de la cité Beau Séjour. Voyons tout cela avec Chérif Dia et Asmalik Diop. Vu du ciel, l'image reste insoutenable. Une dalle qui s'effondre sur une dame de 83 ans. Awa Diédhiou meurt sur le coup en présence des membres de sa famille toujours sous le choc. L'irréparable s'est produit à l'heure de la rupture du jeûne. La famille s'était réunie pour le ndogu. Lorsque la dalle s'est effondrée, on a entendu un grand bruit qui ressemblait à une explosion. C'est en ce moment qu'on a commencé à ramasser les débris en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Les jeunes du quartier nous sont venus en aide. C'est très dur, mais c'est la volonté de Dieu. La mort tragique de Awa Diédhiou n'est pourtant pas un cas isolé, ici à la cité Beau Séjour de Kër Mbaye Fall. Je peux énumérer au moins 4 cas qui se sont produits au niveau du quartier. La même chose s'est produite chez Mme Sokhna Diop. C'est dû certes à une mauvaise maçonnerie, dû à un manque de matériel fiable pour la construction. La position géographique de la cité Beau Séjour de Kër Mbaye Fall est un cas aggravant. Beaucoup de maisons sont construites dans le périmètre du Marigot. Ce drame me rappelle le décès de mon père. Il revenait de la mosquée lorsque le balcon de notre immeuble s'effondrait sur lui. Il a subi des interventions chirurgicales avant de succomber à ses blessures. La liste macabre s'allonge à la cité Beau Séjour, qui ne porte pas bien son nom. Ouais, Chérif, nous l'évoquions souvent dans nos éditions. Les bâtiments qui menacent ruine dans certains quartiers de Dakar sont légion. Les communes doivent jouer pleinement leur rôle, selon le sous-préfet de Dakar. Djibi Diallo appelle à la responsabilité de tous. 3 choses qu'il faut prendre en compte. Celui qui loue une maison, un bailleur qui loue une maison à quelqu'un pour gagner de l'argent, étant sur cette maison aujourd'hui menace en ruine, il met la vie des gens en danger. Celui qui accepte de louer une maison, parce que seulement c'est moins cher et tout plus proche du plateau, au prix de mettre la vie de sa famille en danger, a les mêmes responsabilités. Il y a d'autres personnes qui habitent leur maison avec leur famille, qui disent que nous, on ne peut pas sortir parce qu'on n'a pas les moyens. Et pourtant, si cette maison tombe, les gens sortent. Pourquoi attendre que le bâtiment, n'est-ce pas, tombe, fasse des morts, pour que les gens puissent aller ailleurs? Donc, en tout état de cause, je pense qu'il faut que chacun joue sa partition. Ce n'est pas au sous-préfet de Dakar Plateau ou bien, n'est-ce pas, au préfet ou au gouverneur de venir démolir le bâtiment de quelqu'un. Quand vous construisez votre bâtiment, vous le faites vous-même. Quand vous le démolissez aussi, vous le faites vous-même. Voilà la procédure qu'il faut comprendre par rapport à la démolition. Donc, c'est le propriétaire qui démolit le bâtiment. S'il n'a pas les moyens, il peut se faire assister par le maire. L'autre grand titre de cette édition, à Thiès, les enseignants et étudiants de l'université Iba Der Thiam ont décrété 48 heures de grève. Ils dénoncent les lenteurs notées dans l'achèvement des travaux de l'université. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Les enseignants de l'université Iba Der Thiam de Thiès se sont fortement mobilisés pour dénoncer. Pour eux, les étudiants et professeurs travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. L'université de Thiès est une université qui souffre de l'absence de la sécurité, de manque de personnel qui pourront assurer carrément les cours de ces étudiants. Si vous venez au niveau de cette université, vous ne trouverez pas des salles de classe qui ont des capacités pour contenir des élèves de lycée, je parle, des élèves de lycée. Ça, c'est anormal. Une université dans laquelle il n'y a pas plus de 20 classes et où il y a plus de 2000 étudiants. Si vous passez devant cette université, vous ne le reconnaîtrez pas parce qu'il n'y a pas de mur de clôture. Dans ce siège, ces étudiants ont interpellé tous les acteurs sur la réalité de la crise. L'administration et l'État qui devraient se préoccuper
présenter pour trouver des solutions, mais au lieu de cela, ils ferment leurs portes et disent on ferme les cours jusqu'à nouvel ordre. L'Université de Thiès croit en un emblème. À chaque jeunesse, sa responsabilité. Soit elle l'assume, soit elle la fuit. Demain jugera que l'Université de Thiès, avec ses étudiants, ont eu à défendre cette université avec honneur. Ces étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès ont décrété 48 heures de grève. Ils se rendront demain à Diamniadio à pied pour tenir un sit-in devant les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur. Perturbation de l'enseignement à Mbour également. Là-bas, des étudiants mbourois de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont délogé ce matin tous les établissements scolaires de la commune. Ces étudiants réclament une subvention municipale et des appartements pour une meilleure condition d'études à Dakar. 11 parmi eux ont été arrêtés par la police avant d'être libérés. Écoutons leur porte-parole Ibrahim Andoui avec notre équipe à Mbour. Cela fait 6 mois que nous vivons le calvaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cela fait 6 mois que nous avions été expulsés de nos appartements. Suite à cela, nous avons contacté l'ensemble des autorités de la commune de Mbour pour leur faire part de notre situation. Et tous, autant qu'ils sont au courant. Nous avons été interpellés par la police, mais nous avions été libérés. Notre objectif, c'est que les autorités, et à travers aussi le maire, qui réagissent à notre situation. D'abord, une augmentation dans l'immédiat de notre subvention et qu'aussi les autorités de la commune nous viennent en aide. Parce que c'est inconcevable. Malikounda qui est à côté, qui perçoit 11 millions. Sali, il en est plus de 14 millions. Salière 9. Nous constituons la plus grande amicale au sein de l'université. Plus de 2000 étudiants, on perçoit 3 millions et les autorités ne nous appuient pas. Nous avons décidé de bloquer l'ensemble du système éducatif à Mbour jusqu'à ce que notre situation soit réglée. Venons-en au Conseil présidentiel pour l'emploi et l'insertion des jeunes. D'abord, le président de la République est revenu sur les manifestations du mois de mars. Selon le chef de l'État, si le Sénégal n'était pas une grande démocratie, le bilan aurait été catastrophique. Selon Macky Sall, il y a des lignes à ne pas franchir. Il serait une grave erreur, selon lui, que de croire que l'État est faible. Le président de la République appelle les jeunes à respecter les valeurs civiques et à travailler pour la restauration de nos valeurs. Le programme baptisé Ryu Ndaouni sera un programme pragmatique orienté vers l'action à l'échelle nationale. Le président de la République a annoncé la territorialisation des financements de l'ADER pour être plus représentatif dans les communes et départements. Quelles que soient les difficultés, l'État n'abandonnera pas les jeunes, selon le président Macky Sall que nous écoutons. Une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards au moins sur 3 ans, en réponse aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement. Je tiens à ce que ce programme soit pragmatique, orienté vers l'action, mais opérationnel de façon diligente à l'échelle nationale. Et nous allons renforcer les moyens de financement et nous allons territorialiser le financement pour que ce soit dans chaque commune, dans chaque département au niveau national. Et au Sénégal, 200 000 jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année. Autre chiffre édifiant, 1,5 million de jeunes ne sont dans aucun dispositif. Le président du Conseil national de la jeunesse a soulevé l'inadéquation entre la formation et l'offre d'emploi. Selon Dame Diop, les jeunes ont des difficultés également dans l'accès au logement et au foncier. L'équation entre la formation et l'offre d'emploi. Chaque année, plus de 300 000 jeunes sortent des universités et des écoles de formation pour chercher un emploi. Le manque d'infrastructures pour répondre aux besoins de la formation professionnelle des jeunes dans les régions et dans les départements. La rareté d'un travail décent pour les jeunes diplômés des universités et des écoles de formation. Les difficultés d'accès au logement et le coût élevé de la location dans les zones urbaines qui freinent le développement des start-up et des centres d'incubation. L'insuffisance des fonds alloués au financement des projets et programmes des jeunes. Le montant total des demandes de financement pour les projets des jeunes est supérieur à l'enveloppe financière mise à la disposition des agences.
Le président du Conseil national de la jeunesse, Khadim Diop, a précisé que de 15 millions, la subvention du Conseil national de la jeunesse passera désormais à 50 millions de francs CFA, annonce faite en marge de cette rencontre par le président de la République, Macky Sall. Le ministre conseiller Youssou N'Dour appelle les jeunes à ne pas se décourager. Selon lui, le patronat doit être plus solidaire. Il donne rendez-vous l'année prochaine pour l'évaluation du Conseil présidentiel. Le chômage existe dans tous les pays. Rien n'est facile. Action plus vision plus passion égale yoonu émergence. Il faut de la vision, de l'action et de la passion pour se mettre sur la voie de l'émergence. Ne refusez pas un stage non rémunéré. Ne minimisez pas un salaire. Il faut avancer sûrement et ne pas verser dans la précipitation. Et voilà ce que nous pouvions dire sur cet événement. Autre secteur, pourvoyeur d'emploi, mais qui souffre d'un défaut d'accompagnement selon les acteurs, c'est l'artisanat. Illustration à la rue 11 de la Médina. Là-bas, plusieurs jeunes apprennent le métier sur le tas et selon eux, ils ne bénéficient d'aucun financement ni de protection sociale. Maïmouna Ndiaye et Youssou Barro. Il a fait plus de 20 ans dans ce secteur, formé plus de 1000 jeunes. Omar Fam a transmis son savoir et son savoir-faire à de nombreuses générations et avec ses propres moyens. Chaque chef d'atelier aura un minimum 2 apprentis. Donc 2 apprentis durant 1 an, bien 2 ans, il maîtrise le métier et prendre un autre, et prendre son travail et apprendre un autre. Donc durant 5 ans, on peut élargir l'emploi de ce secteur-là. Son collègue également a ouvert son atelier en 2001, mais depuis lors, pas de financement, encore moins d'aide du gouvernement. Nous entendons tout le temps des financements par-ci, des appuis par-là, mais les conditions d'accès sont très corsées, ce qui fait que les ayants droit n'en bénéficient même pas. Même dans la répartition du fonds Covid destiné aux artisans, il y a problème. Jusqu'au moment où nous sommes, les cordonniers n'ont pas reçu leur dû. Donc c'est l'État à prendre ses engagements parce que les gens ont besoin, parce qu'on a eu des dettes sur les magasins qu'on a loués même. Après la tenue du Conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes, ces cordonniers espèrent un accompagnement conséquent dans leur secteur. Ils réclament des matériaux de dernière génération pour faire face à la concurrence. Merci Maïmouna. Et allons maintenant dans le nord, dans la vallée du fleuve Sénégal. Plus de 42 000 personnes travaillent dans les agro-industries détenues par des étrangers. Les acteurs invitent l'État à mettre en place des industries agricoles pour renforcer également l'emploi dans cette zone du pays. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Sek. L'emploi des jeunes est aujourd'hui un problème majeur pour nos autorités, une équation à plusieurs inconnus dans notre pays. Pour le président du Conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis, les potentialités sont réelles dans notre pays. Aujourd'hui, rien que la zone nord, les agro-industries emploient plus de 42 000 jeunes. Les entreprises qui sont là sont des entreprises étrangères. L'essentiel, il faut que l'État réfléchisse de mettre en place ses propres entreprises agro-industries. L'emploi des jeunes, un problème majeur et il faut donc trouver des solutions rapides. Pour le président du mouvement Saint-Louis Perspective 2024, l'emploi intelligent peut régler le problème. Aussi en insistant sur les secteurs porteurs d'emploi, notamment le numérique. Au-delà du numérique, le sport. Au-delà du sport, mais l'autonomisation et la formation des femmes qui constituent vraiment des secteurs porteurs d'emploi. Le ministre des Infrastructures et maire de la commune de Saint-Louis a rappelé l'urgence de régler le problème pour soulager les jeunes du pays. Parce que l'emploi, je l'ai répété, est une question d'actualité. Et il faudrait tout de suite et maintenant non seulement trouver des solutions, mais aussi avoir la perspective. Pour la région de Saint-Louis, le problème de l'emploi peut être rapidement résolu. Et pour y arriver, il faut d'abord accompagner les jeunes porteurs de projets, redynamiser le secteur de la pêche et accompagner les jeunes paysans qui peuvent exploiter encore des milliers d'hectares de terres disponibles dans la vallée du fleuve.
Merci Ousseynou. Rester ici, travailler ici, réussir ici, c'est le thème de la 21e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. La FIARA 2021 sera organisée au CICES du 20 mai au 8 juin prochain. À cette occasion, un village de l'emploi agricole et rural sera érigé. Plus de 800 exposants sont attendus à la FIARA 2021. Tenir du 20 mai au 8 juin, Inch'Allah, ici au CICES. L'année passée, on n'a pas pu réaliser la FIARA. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Covid-19. La particularité, c'est pour la jeunesse, l'emploi des jeunes. Rester ici, travailler ici et réussir. Avec le village de l'emploi, en marge de la 21e édition de la FIARA, un village sera érigé pour regrouper tous les projets de financement financés par l'État, par les bailleurs, les banques et autres, pour que ces projets-là et institutions financières puissent dialoguer directement avec la jeunesse. Tout autre chose à présent à Keur-Massar, le démarrage des travaux de l'autopont engendre moult perturbations du trafic dans la zone. Le chantier n'est pas sans conséquences également sur les activités économiques aux alentours. Des désagréments qui sont malheureusement inévitables à ce stade des travaux. C'est un reportage de Nongoka et Moudou Diop. Les ouvriers à pied d'œuvre, la rigueur du mois de Ramadan ne prend pas le dessus sur leur motivation. Ils se remettent sur le chantier de réalisation de l'autopont du rond-point Keur-Massar. Ces travaux impactent déjà l'activité de certains. Les marchands ambulants sont les premiers à être touchés. Ils n'ont plus la possibilité de squatter la chaussée pour intercepter les passants. Les travaux de l'autoroute ont occasionné des perturbations dans la mobilité à cause de l'étroitesse des routes. Plus loin, le décor a changé. Les garages de taxi clando sont aussi déguerpis. La route principale est barrée avec peu de déviations. On est obligé de tourner en rond, ce qui nous fait perdre du temps et du carburant également. Les riverains également éprouvent les mêmes difficultés, mais ils acceptent de supporter les désagréments causés par le chantier. Quoi qu'on puisse dire, Keur-Massar en ce moment c'est une très grande ville. Les travaux ont causé des dégâts, mais c'est normal parce qu'en voulant faire une bonne chose, des fois aussi il y a des perturbations. Sur la route, le trafic n'est plus comme avant. Les embouteillages sont devenus plus fréquents. Ici, le choc entre une charrette et une moto bloque la circulation. La réalisation de l'ouvrage, une fois terminée, doit améliorer la mobilité à Keur-Massar et ses environs. Les travaux doivent durer au moins 18 mois. Merci beaucoup Nongoka. Les changements climatiques provoquent un dérèglement des saisons culturelles dans la vallée du fleuve Sénégal. La zone fait face également à la pression aviaire, scientifique et producteurs pointent un impact négatif sur les cultures avec des pertes de rendement. Cette étude a été rendue publique ce matin, compte rendu d'Issa Prera et Amadouba. Zone à fort potentiel agricole, la vallée du fleuve Sénégal subit drastiquement les contre-coups des changements climatiques. Et cela se constate dans les cultures, mais aussi avec l'apparition d'insectes et de rats, en plus des dérèglements des saisons culturelles. Si on prend par exemple le cas du démarrage de la contre-saison chaude, par moment le froid s'installe tôt ou tard, la chaleur aussi ça s'installe tôt ou tard. Et ainsi de suite, donc vous avez une perturbation du calendrier culturel qui a des impacts sur la double riziculture, qui est un enjeu quand même pour le gouvernement du Sénégal. On a vu par endroits aussi qu'il y a un raccourcissement de la saison de pluie. Des impacts négatifs sur les rendements des cultures qui poussent les producteurs à abandonner certaines variétés au profit d'autres. Il faut renforcer ce programme qui va dans le sens de l'amélioration, de la préservation des variétés de riz. Donc il faut aller vers des variétés de riz qui sont beaucoup plus résistantes par rapport à la chaleur ou bien par rapport au déficit hydrique. Il faut aller aussi vers les méthodes de lutte intégrées parce que le DG parlait tout à l'heure aussi de la pression aviaire. Donc c'est tout un ensemble de facteurs. Face à cette situation, il faut s'adapter ou périr et les paysans en sont convaincus. Il y a aussi les paysans ils nous ont dit qu'ils ont besoin d'accéder aux facteurs de production, notamment des semences de qualité, mais ils ont besoin aussi d'accéder à des technologies innovantes qui permettent en tout cas de s'adapter véritablement à la variabilité et au changement climatique. Cette étude des vulnérabilités liées au changement climatique dans la zone agroécologique de la vallée du fleuve Sénégal vient en son heure
car les scientifiques et les producteurs proposent des solutions de résilience. Et venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction avec la présentation du livre El Hadj Omar Tall, Le tranchant du sabre Thierno Seydou Nourou Tall, une production littéraire de 4 tomes. À travers ses écrits, El Hadj Abdoulaye Seck présente un caractère multidimensionnel d'El Hadj Omar Tall. L'auteur parle de l'homme de Dieu, le savant, l'érudit, le chef de guerre et l'administrateur en devoir de mémoire qui insiste aussi sur le périple de El Hadj Omar, des voyages pour diverses raisons liant ses attributs de chef religieux acquis à toutes les élévations de l'esprit et grand défenseur des valeurs qui sont les nôtres. Note de lecture signée Ibou Diouf et Amadouba. Pour parler du sable d'El Hadj Omar Tall, l'auteur insiste sur la fourche, le sémi, la beurre en soukous, J et dénouement. Au total, 4 tomes. 4 tomes parce qu'au tout début, nous avions déposé le tapuscrit chez l'Harmattan et ils nous ont demandé de le morceler. L'essence de la vie d'El Hadj Omar Tall, c'est aussi à travers l'histoire de son sabre. Le tranchant du sabre, pour montrer que El Hadj Omar était quelque chose de saignant, entre guillemets, par rapport aux capacités de l'intellectuel, de l'homme de pouvoir, du bon père de famille et surtout du gérant de la chose publique. L'ouvrage nous fait découvrir la vie du savant et sa dimension panafricaine. El Hadj Omar, les gens ne savent pas qu'il a dirigé les armées du Nigeria avec le sultan de Sokoto, Mohamed Bello, pendant 7 ans. Et il lui a offert sa fille comme épouse pour le retenir. El Hadj Omar est resté, bien sûr, pendant 7 ans. Il a administré le Nigeria et il a dirigé le Nigeria. El Hadj Omar Tall, Le tranchant du sabre. Thierno Seydou Nourou Tall, 4 tomes de l'auteur El Hadj Abdoulaye Seck pour parler de l'homme de Dieu sous une autre forme. Merci Ibou. Et puis un mot sur la situation au Tchad. Vous le savez, le défunt président Idriss Déby sera inhumé demain vendredi au Tchad. Le consul tchadien au Sénégal se dit très peiné par la disparition du maréchal. Selon Salah Mahmoud Ousmane, les Tchadiens doivent se relever en unissant leurs forces. Tout doit être fait pour que le Tchad ne bascule pas dans la violence et le désordre. Nos équipes l'ont rencontré. Mamadou Fall et Diafaraba. Les événements survenus au Tchad ont surpris les ressortissants tchadiens au Sénégal. Le consul est très peiné de la disparition d'Idriss Déby Itnou, mort au combat. Pour lui, le défunt président était incontournable. Et avec beaucoup de surprises, d'amertume et de tristesse quand on avait appris la nouvelle du décès du maréchal du Tchad. C'est un militaire de carrière, il a été plusieurs fois sur le théâtre des opérations. Donc cette présence était fatale. Il a été aussi à la base de la démocratie au Tchad. Tous les Tchadiens doivent désormais œuvrer pour la stabilité du pays, puisqu'il faut éviter de revivre les mêmes événements il y a 40 ans. Tendu la main à tous les Tchadiens, donc que ce soit l'opposition armée, que ce soit l'opposition politique, civile, la société civile, pour qu'ils puissent s'asseoir et discuter et préparer l'avenir. Donc par rapport pendant cette période de transition qui permettra de mettre tout ça en place, tous les Tchadiens d'accord sur des élections à venir et que le meilleur gagnera. Pour rappel, un conseil militaire assure la transition d'une durée de 18 mois, dirigé par le fils du défunt président, une transition qui risque d'embraser davantage le pays. Merci Mamadou. Et dans l'actualité sportive, revenons sur la qualification historique de l'ASC Jaraaf en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine grâce à une victoire 1-0 contre l'Étoile sportive du Sahel. Une performance qui doit être maintenue pour le rayonnement du football local. Le commentaire de Cheikh Tidiane Diaw.
La qualification du Jaraaf de Dakar pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football est une bouffée d'oxygène pour le football local. La traversée du désert a été longue. 17 années, on peut dire une éternité. Un exploit qui survient dans un contexte difficile de pandémie où nos clubs sont restés pendant 8 mois sans jouer au football. Des clubs qui ont souffert de beaucoup de critiques, parfois injustifiées, du fait de leur incapacité à passer les tours préliminaires de Coupe d'Afrique des clubs. Des campagnes prometteuses, il y en a eu, à l'image du Jaraaf qui, il y a 3 ans, était à 2 doigts de se qualifier pour les phases de poule de la Ligue des champions africaine. Un exploit qu'a frôlé Génération Foot, barré par le très puissant Zamalek d'Égypte, mais qu'a réussi Tenguet FC qui a sorti le Raja de Casablanca. Tous ces résultats montrent que le football local n'est pas moribond ou qu'il n'a pas de niveau africain. Il demande juste plus d'organisation et de stabilité dans les équipes. Et sur ce coup, la pandémie a aidé des équipes comme le Jaraaf ou Tenguet FC à maintenir leurs effectifs, ce qui n'arrive pas souvent pour nos représentants qui se font piller après une saison réussie. Cet état de fait, qui relève de l'exploit, doit juste devenir une routine pour la première nation africaine au classement FIFA. Merci cher Tidiane et on croise les doigts pour la suite pour l'ASC Jaraaf. Sport motocycliste à présent, Stéphane Wan défait Moussa Marzouani qui se reprend. Les grands enseignements de la dernière étape du championnat national avant la pause Ramadan, une course d'endurance avec la présence de pilotes sénégalais. C'est un reportage de Cher Sadi Boudjara et Amadou Ba. Une course d'endurance de 2h30 pour les seniors et d'1 heure pour les juniors. Les pilotes moto du championnat du Sénégal se sont défiés sur le parcours de Lac Rose. Une surprise à l'arrivée avec la défaite du leader du championnat, Stéphane Wan. Au début, je suivais le premier Johan et à un moment j'ai vu une ouverture donc j'ai profité. Et jusqu'à la fin il n'est pas revenu donc j'ai fini la course devant seul. Une course marquée par une forte présence de pilotes sénégalais. On a plus de la moitié du plateau des seniors qui sont des pilotes sénégalais. Donc ça c'est formidable. C'est difficile, tellement difficile même. Même moi ça fait plus de 3 mois que je n'ai même pas roulé. Ouais. Là je suis en train de rouler pour le président. Ça commence à prendre de l'ampleur. On espère que les gens viendront encore plus dans les prochaines éditions. Un sport à risque qui nécessite la présence d'assistance médicale. Et cette ambulance derrière moi est une ambulance de réanimation qui est équipée depuis la petite bobologie, c'est-à-dire les pansements des plaies. Avec cette victoire du jeune Bontou, le championnat est relancé. Pour l'instant, le championnat n'est pas du tout joué. Il va rester encore 3 courses derrière, après la pause pour le Ramadan. Donc bien malin celui qui pourrait dire qui va gagner le championnat cette année. Pareil pour les petits, parce que pour l'instant on a les 2 frères Arzouni en tête. Le plus jeune, le plus âgé est en tête, mais le plus jeune est derrière avec 10 points de retard seulement. La reprise des courses est prévue après la pause Ramadan. Et nous, on arrête la course ici. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. À suivre sur TFM, les 5 minutes de Sas Pape Anne et Ziar avec Yaoa et Oustas Modofal. Et puis un peu plus tard, comme toujours, comme tous les soirs en deuxième partie de soirée, votre émission Quartier Général avec Pape Cher et toute l'équipe. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.